Mesdames et messieurs, bonjour. Je voulais remercier Monsieur Poncier de m'avoir invité pour présenter quelques travaux, quelques réflexions. Et je vous avoue que passer après toutes ces interventions est particulièrement difficile puisque beaucoup de choses ont déjà été dites. Alors, je suis professeure en sciences de gestion et management à l'université de Montpellier. Qu'est-ce que le management ? Le management essaye de comprendre ce qui se passe dans une boîte noire qui s'appelle un établissement, une organisation de santé. Et on peut définir une organisation de santé comme un mixte entre des ressources, qu'elles soient humaines, financières et matérielles, et un objectif à atteindre. Et comme M. Domi l'a dit avec son exposé, par exemple, l'efficience peut être un objectif. Alors, la crise des soins, une approche européenne du soin, au préalable, je tiens à vous dire que 15 minutes est particulièrement difficile à tenir en termes de temps, donc je vais quand même essayer d'être efficiente et je le tiendrai. Donc veuillez m'excuser si je suis peut-être un peu trop simpliste, mais il faut bien prendre parfois le problème par certains bouts pour essayer d'éclairer, si ce n'est certains points saillants qui existent aujourd'hui, certains points qui risquent d'être saillants demain. Et l'objectif surtout n'est pas d'être normatif, c'est-à-dire que souvent en management on donne toujours les solutions et on dit voilà ce qu'il faut faire. On se rend compte que finalement en management, une solution est valable à un moment donné, dans un groupe donné, dans un établissement donné, parce qu'il y a des individus donnés. Donc l'objectif est plutôt d'ouvrir des pistes de réflexion sur ce qu'il est possible d'imaginer, puisqu'à partir du moment où s'il y a une crise, et même si je représente quelque part en tant que professeur des sciences de gestion la face la plus obscure de la force, il n'en demeure pas moins qu'il y a peut-être des opportunités. La crise des soins, une approche européenne des soins. Je ne l'aborderai pas comme la crise du soin en Europe, en parlant du patient, je ne suis pas médecin, mais plutôt sur une crise des professionnels de santé, puisque pour pouvoir soigner correctement, il faut aussi prendre soin des professionnels de santé. Le secteur de la santé en Europe représente 11% des personnes en emploi, 78% de femmes, donc ça rejoint l'idée un petit peu qui a été évoquée tout à l'heure de la féminisation. C'est 21 millions de personnes qui sont employées. Pour rappel, la population européenne est de 742 millions. Et il y a, parmi les 21 millions de personnes employées, 12 millions qui sont employés dans les hôpitaux. Et on sait, et ce, avant la crise Covid, que c'est un secteur où les professionnels de santé sont déjà ce qu'on appelle, non plus en extreme work, mais en over extreme work, je m'explique. Les professionnels de santé, notamment les médecins, ce sont des personnes qui ont un travail particulièrement intense, particulièrement dense, avec des horaires où ils sont, je dirais, plus de 45 heures. Quand on regarde un petit peu la moyenne en Europe, il y a 45 heures de travail exercé par un médecin. À nouveau, c'est une moyenne, donc il faut le prendre avec beaucoup de précautions. Donc il y a déjà un travail qui est fort. Et depuis une dizaine d'années, avec l'intensification du travail, mais aussi avec la multiplication des tâches administratives, il y a une complexification tant quantitative que qualitative du travail du médecin et des professionnels de santé qui nous amène à les qualifier d'over extreme workers. Dit autrement, comment peut-on aller plus loin ? Eh bien, ils sont allés plus loin pendant la crise du Covid. Durant le Covid, que nous montrent les études, et il y a un travail particulièrement remarquable qui a été fait par Rocky Hilfigul et son équipe en 2024, et je m'appuierai beaucoup dessus. Durant le Covid en Europe, les études montrent qu'en moyenne, les personnels du secteur de la santé et de la protection sociale déclarent pour 37% un état d'anxiété, modéré à sévère 21%, une dépression, 33% des déclarants déclarent avoir donc un symptôme de dépression, 20% d'entre eux modérés à sévère, 44% déclarent percevoir un stress aigu, modéré à sévère 36%, syndrome de stress post-traumatique 24%, des insomnies 36%, burn-out 38%, pensée suicidaire 11%. L'impact du Covid
selon des études récentes, montre que le Covid a impacté de plus de 27% la dépression et 25% les troubles anxieux. Dit autrement, on sait déjà que ce sont des professions qui ont, je dirais, de par leur travail, eh bien, une propension à être anxieux, dépressif, stress, syndrome post-traumatique moins, mais insomnie, burn-out et pensée suicidaire, mais le Covid a accentué finalement ce phénomène. Quelles ont été les populations qui se déclarent être le plus touchées? Alors, sans trop de surprise, les infirmiers, les résidents et surtout les personnes qui ont été en contact dans les soins d'urgence. Majoritairement, les femmes déclarent être plus sensibles, ou en tout cas plus sujettes aux symptômes qui ont été évoqués que les hommes. Et principalement, le lieu d'exercice qui a été identifié, c'est l'hôpital. Alors, non pas parce que ça n'existe pas ailleurs, mais tout simplement parce qu'il n'y a pas d'études, ou très peu d'études, qui ont été effectuées sur les médecins de ville et les soins à domicile. Les ressentis durant la période Covid qui ont été déclarés sont l'isolement. Également, le manque de ressources pour faire le travail, la peur de la contagion pour soi, mais la peur de la contagion pour les membres de sa famille, qui montre que certains professionnels de santé dormaient à l'hôtel pour protéger leur famille. Et aussi, on a assisté durant cette période à une stigmatisation sociale. Si on regarde un petit peu ce qu'on trouve en Europe sur l'état d'anxiété et de dépression, on voit donc des niveaux d'anxiété qui sont quand même particulièrement importants dans les pays, que ce soit la France, l'Espagne, l'Italie, mais aussi la Suède et la Finlande et la Pologne. Et il ne faut pas s'imaginer que dans les autres pays, tout va très bien. Et on a également, oui, donc des pays au niveau des Royaumes-Unis. Il ne faut pas s'imaginer donc que là où il y a du blanc, c'est que tout se passe bien. Il n'y a juste pas assez d'études qui permettent de démontrer quels ont été les impacts du Covid. Également, pour tout ce qui concerne le stress et le burn-out, eh bien, on a des stress sévères en Espagne, en France, en Allemagne, en Pologne, et on a un syndrome de stress post-traumatique particulièrement marqué donc sur la France, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, et une détresse psychologique également dans ces mêmes types de pays. Quelles ont été les bonnes pratiques qui ont été identifiées au niveau européen sur les différentes études? Premier type de groupe de bonnes pratiques qui porte sur le plan organisationnel, c'est-à-dire l'établissement. Les points positifs soulignés sont l'existence d'un soutien social, c'est-à-dire que durant cette période, il y a une véritable cohésion d'équipe, et lorsqu'on interroge des personnes qui ont vécu la crise, ils nous expliquent, nous étions ensemble, on avait des groupes WhatsApp, on se soutenait. Donc vraiment, le rôle du soutien social est un élément qui a été particulièrement marquant. Également, l'importance de la communication et la facilité de la communication, les tâches de travail et la possibilité d'exercer son métier. Certains nous disaient, on a enfin pu faire notre métier qui était assez valorisant. En tout cas, une source de motivation sont ressorties des travaux. Le style de leadership, on permet également aux professionnels de santé d'exercer leur expertise dans ce contexte, montre que le système de santé a résisté. La reconnaissance salariale, puisqu'il peut y avoir des récompenses qui ont été mises en place, stabilité de l'emploi et aussi préparation aux crises futures. Sur le plan individuel, le soutien des pairs, et on assiste également au développement d'outils et de mesures qui permettent aux individus de prendre soin de soi. Durant le Covid, voici quelques dispositions qui ont été mises en œuvre, des interventions qui concernent le fait de soutenir les professionnels par le développement de conseils, de bonnes pratiques, de réunions qui leur sont dédiées, des pratiques de mindfulness, donc de méditation en pleine conscience, des outils également technologiques qui ont été développés qui permettaient aux individus de renseigner au quotidien un petit peu leur état. L'organisation de salles de repos, du soutien social, des hotlines,
de la réalité virtuelle, du yoga. Il y a énormément de dispositifs qui ont été mis en place. Et même si tous ces dispositifs ont eu le mérite d'exister, on n'a pas encore tout à fait suffisamment de recul pour voir quel est le meilleur dispositif qu'il faudrait peut-être poursuivre, puisque même si l'épisode aigu de la crise semble passer, il semble qu'en pratique, les choses ne soient pas si évidentes que ça. Pourquoi ? Puisque après le Covid, donc aujourd'hui, nous observons un environnement qui est marqué, comme vous l'avez dit précédemment, l'accroissement du recours aux nouvelles technologies. Et ces recours aux nouvelles technologies questionnent aussi clairement les compétences des professionnels de santé. À ce titre, au mois de septembre, il y a un docteur, Joël Pérez, qui avait soutenu sa thèse sous la direction d'Étienne Mainviel, portant sur la collaboration entre hommes et IA, entre professionnels de santé et IA, en parlant du terme collaboration. C'est assez intéressant. Il y a également un élément qui a été évoqué précédemment par le professeur Bruel, qui est prendre en compte l'avis des patients. Et on observe que les patients deviennent de plus en plus actifs sur les réseaux sociaux, émettent assez spontanément des avis non sollicités, puisque l'hôpital ou les établissements de santé peuvent demander, une fois que le patient est sorti de son établissement, un retour d'expérience, mais les patients, progressivement, rentrent finalement dans l'arène des nouvelles technologies pour partager leur expérience de manière très spontanée et non sollicitée, et surtout pas vraiment contrôlée au début. Et cela devient un élément qui nous paraît important, puisqu'ils vont mettre en évidence des points particuliers de la relation patient-médecin, accessibles à tous, et en plus de l'évaluation finalement individuelle de la performance que pouvaient apporter les différents indicateurs ou les différents modes de financement qui avaient pour objectif justement de mieux utiliser les fonds publics, on arrive à ce qu'on appelle un phénomène de surveillance, où le patient devient un observateur et quelque part une source de contrôle des médecins. Troisième caractéristique de l'environnement, marqué par une austérité budgétaire. Il ne vous échappe pas que l'ONDAM a augmenté, il me semble, que uniquement de 2,8%. Et on voit bien que les fédérations, en tout cas en France, expliquent l'insuffisance de cette augmentation. Et le manque de personnel, aujourd'hui, qui finalement transforme le quotidien en une journée de crise. Et on se rend compte que ce n'est pas uniquement en France, mais on peut le trouver également en Italie. Alors en 2023, Bataille, Imbert et Hall ont fait un panorama, en France en tout cas, de la santé des professionnels de santé, et ont proposé tout un ensemble de dispositions, d'axes, qui ont le mérite d'exister et qui peuvent être étendus finalement à d'autres pays européens ou qui s'intègrent dans les mêmes types de dynamiques. Axe numéro 1, intégrer le sujet de la santé des professionnels de santé comme une priorité d'un système de santé publique à tous les niveaux. Et on voit bien au niveau de l'Europe, que ce soit par les fonds attribués ou par, je dirais, la dynamique qui est mise en place aujourd'hui en France sur le fait que justement ça devient un élément important. Axe 2, sensibiliser et former les professionnels de santé à veiller à leur propre santé. Leur permettre et les inciter finalement à aller consulter aussi la médecine de santé au travail, avoir un accès, une offre de prévention et de soins pour eux, repenser et mieux utiliser l'architecture organisationnelle et financière d'accès à la prévention aux soins pour les professionnels de santé, et dans un axe 6, assurer un pilotage transversal de toutes les actions dédiées à la santé des professionnels de santé. Alors tous ces dispositifs, que ce soit des dispositifs proposés au niveau national après le Covid ou des dispositifs qui ont été proposés durant le Covid, la force de ces dispositifs, c'est qu'ils montrent effectivement qu'il est important d'agir, et c'est qu'ils existent. Mais cela questionne également le management. Et cela questionne peut-être même plus précisément le style de management.
Quand on parle de style de management, c'est la manière et l'art de conduire les équipes pour arriver à certains résultats. Et là-dessus, j'aurais souhaité partager avec vous quelques réflexions. Première réflexion, ce que nous pouvons observer, c'est que durant les périodes de crise, les organisations et les établissements de santé se centrent sur une mission et ils arrivent à des performances extraordinaires avec les ressources qu'ils ont. Ces performances sont marquées notamment par une cohésion d'équipe, le fait qu'on sait exactement où est-ce que l'on doit aller. On n'a pas besoin d'indicateurs, puisque quand on leur demande quel est votre indicateur, il est assez clair, sauver le patient et surtout ne pas perdre de patient. Et en plus de ça, ce qui est intéressant, c'est que durant ces crises, les professionnels de santé ont l'impression de faire leur métier. Il y a une perception d'une hiérarchie qui est diminuée et une forme de reconnaissance arrive, puisque justement, ils ont réussi cette forme de performance extraordinaire basée sur leur mission. Après crise, on commence à faire quelques travaux là-dessus. Ils nous disent, aujourd'hui, le discours est revenu sur les questions financières. Alors, il y a un petit point d'attention que je souhaiterais quand même aborder ici. La question financière et la question économique. Quand on raisonne en termes d'enveloppe globale et au niveau économique, macroéconomique, tous les professionnels de santé vous diront on a tout à fait conscience qu'il faut faire attention aux dépenses publiques. Aujourd'hui, le système de santé tel qu'il est financé va inciter les établissements à produire du soin et avec un discours, je dirais, de qualité, mais également de rentabilité. Cela invite, dans une enveloppe contrainte, à ce qu'un établissement augmente son activité. Et il y a ici finalement une forme de déconnexion entre, d'un côté, gérer en bon père de famille des deniers publics, et de l'autre côté, une nécessité pour pouvoir soigner correctement, avoir des ressources financières pour un établissement. Et c'est justement ce forme de paradoxe qui est perçu par certains professionnels, puisque certains, à l'occasion d'interviews, nous disaient « Comprenez que quand je fais une consultation de 40 minutes avec un patient atteint d'une maladie chronique, je ne suis pas rentable peut-être pour mon établissement, mais par contre, en termes de sécurité sociale, je serai rentable puisque le patient consommera peut-être moins de soins. Ira utiliser peut-être moins, il y aura peut-être moins de consultations en psychothérapie, il y aura moins de recours à des antidépresseurs. Mais d'un autre côté, 40 minutes, c'est peut-être le temps de 2 consultations qui devient justement une source de rentabilité, de financement pour l'établissement de santé. Et M. Domi a insisté justement sur l'importance de notre système de santé. Il y a ici justement cette tension qui existe depuis plus d'une dizaine d'années. Ensuite, un autre point d'attention que l'on observe, c'est, et ça a déjà été dit finalement, que, par exemple, 40% des infirmiers déclarent qu'ils envisagent de quitter leur emploi. Pas forcément leur profession, mais leur lieu d'exercice. Et quand on leur demande pourquoi, ils nous répondent « parce que nous n'avons pas été assez reconnus ». La question de la reconnaissance est majeure, puisque même si elle peut être souvent abordée sous l'angle financier, il n'en demeure pas moins que ce sont, et ça a déjà été dit cet après-midi, la santé, c'est un pilier de la société. Et on voit bien durant la crise Covid que les professionnels de santé, parce qu'ils ont été soutenus par la population, souvenez-vous, les gens qui applaudissaient à 20h, eh bien, ils ont eu ce sentiment d'être héros, et c'est ça qui a été une source de motivation. Et le fait que tout ait été oublié les conduit pour certains à avoir une autre approche, beaucoup plus calculée, beaucoup plus utilitariste, beaucoup plus finalement moins investie peut-être. Alors, c'est peut-être pas le bon mot, moins investi, c'est pas le bon mot. Mais en tout cas, un peu plus en retrait que ce qu'ils auraient pu donner ou ce qu'ils ont déjà donné. Donc on assiste ici à une forme d'évolution où les acteurs viennent parfois plus
pour faire un travail plutôt que pour faire une mission. Quelques réflexions. Est-ce qu'il n'est pas possible finalement d'appréhender un petit peu différemment les discours autour des résultats financiers? Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, il est tout à fait logique que pour un établissement il y ait des résultats financiers, puisque sinon il ne peut pas y avoir de soins. Mais la manière dont est transmis le discours, et c'est peut-être là le rôle aussi du manager de proximité, du leader, ou en tout cas des gens qui sont dans ces fonctions-là, eh bien, il y a peut-être un travail justement de transformation, de discours, de traduction pour que ce soit les indicateurs, on en parlera un petit peu plus tard, ou encore le message autour eh bien, de l'aspect financier soit un petit peu plus atténué que celui qu'il est aujourd'hui dans certains établissements de santé. Et pourquoi ne pas recentrer non plus le discours davantage sur la mission que sur les indicateurs qui sont actuellement en vigueur? On peut très bien imaginer des indicateurs basés sur la mission. Et pourquoi est-ce que finalement ne pas envisager des indicateurs basés sur une mission à partir du moment où on sait très bien que les individus, si on leur transmet des indicateurs, et si on leur dit « il faut atteindre tel chiffre », eh bien, ils vont avoir un comportement qui va être orienté vers des objectifs qui leur seront proposés. Et il y a également un dernier élément que je souhaitais aborder. Nous sommes actuellement, donc, vous voyez ici le logo d'un projet qui s'appelle Apollo 2028. Donc 2028 puisque ce sera la fin du programme de recherche. Donc l'Université de Montpellier coordonne en tant que leader, et c'est moi qui le porte pour l'université, un projet de recherche qui vise à regarder comment est-ce qu'on peut améliorer la résilience et la santé mentale des professionnels de santé en travaillant sur des facteurs organisationnels, en faisant le pari que si l'organisation soutient de manière la plus précise possible eh bien, la santé du professionnel de santé, alors que ce soit par des dispositifs tels qu'ils ont déjà été mis en œuvre. Je sais que par exemple, au CHU de Montpellier, il y avait le groupe Bien-être au travail qui est très soutenant et qui est dirigé par notamment le professeur Maury. Eh bien, si l'organisation décide d'engager des ressources, mais également de créer peut-être une nouvelle représentation finalement du contexte dans lequel on est, eh bien, cela peut soutenir positivement la résilience individuelle. Un individu qui est résilient peut soutenir une équipe à être résiliente, et une équipe qui est résiliente, ça peut soutenir une organisation pour être résiliente. Donc, ce sont quelques constats qui sont finalement des opportunités aujourd'hui pour repenser peut-être les modes de management dans le secteur de la santé. Merci beaucoup.